Le Conseil national du patronat du Mali s'est entretenu cette matinée avec des partenaires techniques et financiers. Au menu des échanges, il était question de l'état d'avancement de son programme quinquennal ainsi que sur le projet pour l'initiative, l'innovation et l'accélération des entreprises. Les détails à suivre dans cette édition. Il y a un an, l'UNESCO reconnaissait la langue soninké comme deuxième langue officielle en Afrique. La cérémonie du premier anniversaire de cette reconnaissance a eu lieu ce matin dans la Cité des Rails. Tout à l'heure pour plus de précisions. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de renouveler votre confiance sur Advance TV. Cette matinée, le Conseil national du patronat du Mali s'est entretenu au cours d'une cérémonie avec des partenaires techniques et financiers. Au cours des échanges, l'état d'avancement du programme quinquennal du CNPM qui s'étend sur l'énergie, les infrastructures, le financement, la fiscalité et les ressources humaines. Des échanges ont également été menés sur le projet PIAT, projet pour l'initiative, l'innovation et l'accélération des entreprises. Astanso y était pour Advance TV. Structurer les entreprises maliennes afin qu'elles soient compétitives dans la sphère économique non seulement sur le plan national, mais aussi sous-régional. Un défi que souhaite davantage relever le CNPM avec le concours des partenaires techniques et financiers. Pour l'atteinte de cet objectif, le CNPM, dans son programme quinquennal, s'est penché sur 5 aspects. Nous allons faire du plaidoyer pour faire avancer cet agenda, parce qu'aucune économie ne peut se développer sans énergie, sans des ressources humaines qualifiées, sans des infrastructures, surtout pour un pays enclavé comme le Mali, qui a 7 frontières et 8000 km de frontières, sans une fiscalité juste, parce qu'on a une injustice fiscale très forte au Mali, malheureusement. Très peu d'entreprises payent des impôts. Afin de faire du secteur privé le moteur de développement socio-économique, inclusif et durable, le CNPM, conformément à sa vision stratégique, a pensé le projet PIAT. Entendez, projet pour l'initiative, l'innovation et l'accélération de la transformation des entreprises. Il ne s'agit pas de mettre en place une ligne de crédit proprement dite. Il s'agit de s'attaquer au goulot d'étranglement, éventuellement par rapport à l'offre de crédit, à la demande de crédit, et aussi organiser un cas de concertation éventuellement entre offre de crédit et demande de crédit pour circonscrire les difficultés liées à l'accès au financement. Alors, ce qui est ressorti généralement de nos recherches et des analyses, c'est que c'est l'asymétrie d'information entre acteurs du secteur financier qui en partie explique ce rationnement des crédits auprès donc des PME. L'inclusion financière étant fortement soutenue par le financement des entreprises, le CNPM sollicite l'implication des partenaires techniques et financiers, et ce, dans la réforme des PPP, partenariats publics et privés. Privé et public est quelque chose de fondamental. Nous nous situons dans un secteur qui est plus une sphère du public. Bien entendu, nous sommes des organisations internationales qui représentent des États au sein des systèmes des Nations Unies. Donc il va sans dire que le développement d'un pays ne peut se faire que grâce à son secteur privé. Donc plus le secteur privé est fort, plus le développement du pays peut être harmonieux et peut être cohérent. Le Mali est également constitué d'un niveau d'informalité assez importante. Il faudrait pouvoir trouver un pan dans le cadre de ce projet-là pour accompagner les entreprises, enfin, les entrepreneurs qui veulent se formaliser à pouvoir le faire et à pouvoir avoir une assistance et un accompagnement. Et ce que l'expérience de la Banque africaine de développement, c'est d'accorder des financements avec des bonifications de taux d'intérêt. Pour s'assurer d'avoir une ligne directive des autorités de la transition, le projet PIAT, sous la houlette du programme stratégique du CNPM, a en amont été présenté au président de la transition. Après 80 ans de la création de l'Organisation des Nations Unies, l'Afrique n'est toujours pas admise comme membre permanent au sein du Conseil de sécurité, une situation qui commence déjà à agacer sur le continent. Fousséni Sissoko. Lors du sommet de l'avenir qui s'est tenu en mars de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, les 22 et 23 septembre à New York, les États africains ont réaffirmé leur désir
d'un véritable multilatéralisme et d'une refonte de la gouvernance mondiale. C'est une tentative de corriger l'injustice qui frappait l'Afrique en matière de relations internationales. Une Afrique qui a été victime de l'esclavage, de la colonisation, et une Afrique qui a participé à 2 conflits mondiaux, loin vraiment du continent, et une Afrique aujourd'hui qui paye en réalité les prix lourds du néocolonialisme teinté de ce que l'administration Bourges qualifiait de guerre mondiale contre le terrorisme. Alors donc il faut travailler pour repositionner l'Afrique dans la mondialisation. Tous les continents presque sont représentés au Conseil de sécurité, sauf l'Afrique. En un moment où les nations du monde se retournent vers l'Assemblée pour des solutions durables, les dirigeants africains espèrent que cette session marquera un tournant majeur dans la quête d'une réforme du Conseil de sécurité. Les volontés sont là. Les États-Unis d'Amérique ont proposé à ceux qui y ait 2 pays d'Afrique qui seront des membres permanents, mais qui ne seront pas dotés de droit de veto. Bon, ce qui n'est pas nécessaire, ce qui n'est pas utile. Alors, une Afrique présente permanemment sans droit de veto, ça ne veut rien dire tel qu'il nous fait, mais l'Afrique doit faire l'histoire avec évidemment ce qui est en train de se passer de l'autre côté de l'hémisphère nord et des réalités géopolitiques contemporaines. L'Afrique doit en réalité s'affirmer. L'Afrique reste en attente d'une représentation qui reflète véritablement la diversité et les réalités du monde moderne. Afin de permettre aux professeurs et étudiants d'être bien outillés pour faire face à la corruption sexuelle en milieu universitaire, l'association Yélé vient d'organiser une formation en leur endroit ce mercredi 25 septembre 2024 à la faculté du droit privé FDPRI. Issa Sissé et Kerfa Sidibé pour le reportage. Cet atelier de sensibilisation et de formation sur la corruption sexuelle a permis de poser et de discuter des bases de ces fléaux. Pour lutter contre ces fléaux, il est impératif de renforcer les capacités du corps professoral. Cela commence par une formation adéquate et régulière sur les questions éthiques, les droits des étudiants et les responsabilités des enseignants. Nous devons nous assurer que chaque enseignant est pleinement conscient des frontières qu'il doit respecter et des conséquences de tout manquement à ces règles. Le harcèlement sexuel en milieu scolaire, surtout universitaire, demeure un sujet inquiétant et préoccupant. Le thème de cet atelier est d'une importance capitale, car les lieux du savoir et d'apprentissage devraient être des sanctuaires de développement intellectuel, moral et social. Cependant, des abus et des violences sexuelles y persistent parfois, compromettant la sécurité et le bien-être des étudiants et des étudiantes, notamment les jeunes filles. Cette initiative, qui vise particulièrement les personnels enseignants, est appréciée à sa juste valeur par les participants. Si on vient organiser une telle initiative qu'on nomme corruption, n'est-ce pas, sexuelle dans l'espace universitaire, on ne peut que saluer. Nous devons être des relais, sensibiliser les jeunes et ne pas, en tout cas, donner l'impression que ces comportements, en tout cas, continuent vraiment de courir dans l'espace universitaire et particulièrement au sein de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Donc, j'ose croire que nos collègues participants de cet atelier ont compris déjà le message. Cette rencontre d'échange, initiée par l'association Yélène et ses partenaires, est une étape cruciale dans la lutte contre la corruption sexuelle en milieu universitaire. Je vous l'annonçais tout à l'heure en sommaire, la Cité des Rails a abrité cette matinée la cérémonie du premier anniversaire de la reconnaissance de la langue soninké. Il y a un an, l'UNESCO reconnaissait la langue comme étant la deuxième langue officielle en Afrique. La cérémonie, qui a été présidée par le général de brigade Moussa Soumaré, a enregistré la présence du Dr Abdraman Silla, président de l'association culturelle soninké, et plusieurs autres invités de tous les contrées soninké du Mali et de la sous-région. Le reportage est signé Mohamed Zouroukou depuis Kaï. C'est par le chant de l'hymne national en soninké que le président de l'ACS, Dr Abdraman Silla, et le gouverneur de la région de Kaï,
le général de brigade Moussa Soumaré ont été accueillis à la cérémonie de lancement des festivités de la Journée internationale de la langue soninké décrétée par l'UNESCO chaque 25 septembre. Dans son allocution, Dr Silla a fait l'historique des soninké et de l'importance de la langue soninké en Afrique et dans le monde entier. Dans les origines les soninké descendent du Yémen pour s'installer à la Haute-Égypte. Et les soninké ont régné en Égypte pendant beaucoup de siècles. Le gouverneur Soumaré, après avoir souhaité la bienvenue à toutes les délégations, s'est réjoui du choix de la langue soninké comme deuxième langue officielle après le swahili par l'UNESCO. La langue, plus qu'un simple moyen de communication, est le cœur battant de toute civilisation. Elle porte en elle l'identité, les valeurs et les savoirs accumulés au fil des siècles. La langue soninké, parlée par des millions de personnes à travers l'Afrique de l'Ouest, est l'héritage d'une longue histoire, d'un patrimoine culturel immense et d'une tradition orale qui a traversé les âges. En célébrant cette journée, nous rendons hommage à la diversité culturelle qui fait la richesse de notre pays. D'où l'importance du choix du terme de cette première édition, à savoir le soninké à l'ère du numérique. Sport à présent, l'édition 2024 de la Coupe du Mali de handball a donné son coup d'envoi ce mardi 24 septembre au Palais des Sports Salamatou Meiga. Avec 2 poules de 3 en hommes et dames, la course à la succession du Sigui de Caille en hommes et l'AS Police en dames est officiellement lancée. Reportage à Kadiatou Barayoro, Mamadou Diallo. Cette édition 2024 de la Coupe du Mali de handball promettait des rencontres de haut niveau. Ainsi, pour le match d'ouverture en dames, les Sigui de Caille étaient opposés au centre Maïga Base CMB. Avec une équipe caïsienne qui monte en puissance, surtout après sa finale du championnat national disputée, c'est avec le même état d'esprit qu'elles ont voulu entamer ce tournoi. Mais face à elle, s'est dressée la formation du CMB qui tente de se frayer un chemin. Score à la pause, 9-7 en faveur du Sigui de Caille. En seconde période, CMB revient en force et fait même douter les Caïsiennes pendant un moment. Finalement, Sigui l'emporte au fini sur le score de 22-16. Bon, on va travailler. La deuxième match, on va tout faire pour gagner, quoi. Après avoir gagné cette première match, donc, nous sommes venus en tant que vice-champion du Mali et on est là aujourd'hui pour se faire respecter, donc essayer d'aller encore en finale Coupe du Mali. Chez les hommes, la rencontre Centre Omnisport de la Fiabougou face au Sigui de Caille, tenant du titre, lançait les hostilités. Véritable rouleau compresseur, les Caïsiens confirment leur statut avec un début en fanfare. Mais les cadres du Sahel restent concentrés sur leur objectif et permettent à leur formation de rester en contact 14-10 à la pause, faveur Sigui de Caille. Cela arrive tout de même à maintenir la cadence même si à la fin, ils s'inclinent sur le score de 23-27. Les entraîneurs évoquent leurs objectifs après cette rencontre. Au début, on avait eu un peu de problèmes. Mais après, à la mi-temps, on a corrigé nos problèmes. Et Dieu a fait qu'on a gagné. L'objectif, c'est de retourner avec le trophée. C'est la défense et le gardien qui n'a pas marché. Bon, on doit jouer contre l'AS Police. Ça, c'est notre dernier match. Si on perd, et là, on est sorti. Ainsi, du 23 au 29 septembre 2024, le Palais des Sports Salamatou Maïga vibrera au rythme du handball pour le plus grand bonheur de la balle ovale. Page noire de ce journal, décédé ce mardi 24 septembre à Bamako, Djimé Diawara, frère aîné de notre PDG Ibrahim Diawara, sera inhumé demain jeudi 26 septembre à partir de 10h à l'hippodrome. L'homme est décédé à l'âge de 78 ans. Nous présentons nos condoléances les plus attristées à la famille et prions pour le repos éternel de son âme. Ceci met fin à notre édition d'aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.